Imaginons un instant, on est en 1995 et un poste intermédiaire offre un salaire, disons, très confortable, genre 15 000 francs. Ouais, ce qui était vraiment pas mal à l'époque. C'est ça. Et si on applique scrupuleusement l'inflation, pour qu'une personne garde exactement le même niveau de vie aujourd'hui, elle devrait gagner environ 3 950 € net. Sauf que dans la vraie vie, on sait très bien que c'est pas le cas. Bah non, pas du tout. Les données montrent que pour ce même type de poste aujourd'hui, on tourne plutôt autour de 2 300 €. Ce qui fait en fait une évaporation de 42% de la richesse. Pour le même effort, 42% de la valeur de notre travail qui s'est juste, volatilisé. Bon, décortiquons tout ça. Je suis prêt. La mission de notre exploration aujourd'hui, c'est d'analyser un ensemble de documents vraiment singuliers. On a sur la table un manifeste et un guide pratique très poussé qui détaille un modèle de société alternatif. Un modèle qui s'appelle du coup l'écosystème Letereco. Exactement. L'Etereco pour localiser des alternatives de transition éthique en réseau relationnel d'échange de connaissances opérationnelles. Bon, le nom est un peu long, mais ça part d'un constat économique qui est hyper sévère. Très sévère, oui. Et c'est crucial de préciser dès le départ comment on va aborder ça. Ces textes, ils font une critique vraiment frontale du système capitaliste. Ils le décrivent littéralement comme une ingénierie de la dette. Oui, les mots sont forts. Très fort. Mais notre rôle ici, c'est pas de prendre parti politiquement ou de militer. L'objectif, c'est vraiment d'examiner avec impartialité la mécanique interne de ce modèle. Comment la Tereco propose, techniquement, de passer d'une société du bien-avoir, très quantitative, à une société du bien-être, qui serait qualitative. Et ce qui est génial avec ces sources, c'est qu'on n'est pas du tout face à un énième essai philosophique un peu perché. Non, c'est très concret. Voilà, ils fournissent ce qu'ils appellent un archipel de résistance, avec des outils super pratiques, genre une monnaie parallèle, un jeu de plateau, des applis de service. Mais avant de parler des solutions, faut qu'on comprenne le diagnostic. Comment les auteurs expliquent cette perte de 42% de pouvoir d'achat? Eh bien, c'est ce qu'ils nomment le grand découplage, une période qu'ils situent entre 95 et 2026, et ils décrivent pas ça comme une sorte de fatalité ou un accident économique. Pour eux, c'est une extraction mathématique. Une extraction. Carrément. Ouais, en fait, le document explique que l'inflation, c'est ni plus ni moins qu'un impôt invisible. Pour bien visualiser, on peut utiliser une analogie. Imaginons une partie de Monopoly. D'accord, j'adore le Monopoly. Sauf que là, la banque a le droit de modifier les règles secrètement à chaque tour, et en plus, elle prélève silencieusement un petit pourcentage sur chaque transaction. Ah oui, l'enfer. Bah, peu importe si on est le meilleur joueur du monde ou si on passe des heures à construire des hôtels, la structure même du jeu fait que l'argent remonte inexorablement vers la banque. C'est un peu comme courir sur un tapis roulant dont on augmente la vitesse en cachette. On finit toujours par s'épuiser et reculer. C'est exactement ça. Et les auteurs appellent cette entité extractrice l'apex suprabancaire. L'idée, c'est que les gains de productivité énormes des 30 dernières années, grâce à l'informatique, les robots, ils n'ont pas été redistribués en temps libre, ils ont été siphonnés par le sommet. Et il parle aussi d'une prison numérique, non? Avec ces fameuses MNBC. Ouais, les monnaies numériques de banque centrale. C'est l'architecture technologique qui accompagne ce siphonnage, selon le texte. Mais attends, les MNBC, c'est pas juste payer avec son téléphone, genre comme on fait tous les jours au supermarché? Non, pas du tout. La distinction que fait le document est hyper importante. Quand on paye avec une appli bancaire classique, l'argent nous appartient toujours. Une MNBC, c'est de la monnaie programmable, directement contrôlée par la banque centrale. Programmable, c'est-à-dire? Ça veut dire qu'ils peuvent y intégrer des lignes de code pour limiter son utilisation. Par exemple, une monnaie qui aurait une date de péremption pour nous forcer à consommer vite. Ou bien un argent qui se bloque si on essaye d'acheter de la viande alors qu'on a dépassé un certain quota carbone personnel. Ah ouais? C'est de la monnaie sous condition en fait. C'est l'argent comme outil de contrôle comportemental, voilà. Mais du coup, si on suit leur logique, une personne bosse 40 heures par semaine, perd la moitié de son pouvoir d'achat, et en plus voit son argent potentiellement conditionné. Selon les documents, c'est quoi l'impact psychologique de tout ça? Ça doit rendre fou, non? Ce qui est fascinant ici, c'est l'explication neurologique qu'il donne. Ce grand découplage maintient l'humain dans un état de, je cite, stress amygdalien. L'amygdale, dans le cerveau. C'est ça. La petite zone qui gère la peur et la survie. Quand on a l'angoisse constante de payer le loyer ou l'électricité, le cerveau reste bloqué en mode survie. Et biologiquement, quand on est dans cet état de rareté organisée, le sang privilégie les réflexes de défense. Donc on n'a plus l'énergie de penser aux autres. Exactement. Les fonctions supérieures du cortex, celles qui gèrent l'empathie, la coopération, elles sont littéralement désactivées.
sous-alimentés. Demande aux gens d'être super solidaires, éthiques et pacifiques, mais on les plonge tous les jours dans un algorithme économique ultra violent et compétitif. Et pour montrer l'absurdité de cette course, les sources donnent des chiffres comparatifs fous entre le début du XXe siècle et aujourd'hui. En 1900, un foyer de 4 personnes, ça possédait entre 150 et 300 objets. C'est très peu. Oui. Il produisait genre 10 kilos de déchets par an, des cendres, du compost. Mais en 2026, un foyer similaire possède, attention, entre 10 000 et 15 000 objets. 15 000. Mais c'est délirant. Ça veut dire qu'on passe notre temps à ranger, nettoyer, assurer, réparer des trucs qu'on n'utilise même pas. Et à jeter, puisqu'on est passé à 2300 kilos de déchets par an. Et les documents citent une unité de l'UCLA, très sérieuse là-dessus. Elle prouve biologiquement que cette accumulation massive d'objets dans la maison augmente directement le taux de cortisol, l'hormone du stress. L'excroissance matérielle crée un encombrement mental. C'est logique. On a vraiment confondu le bien-être avec le bien-avoir. C'est tout à fait la thèse de la Terrico. Bon, du coup, ça nous amène à leur solution. Si la monnaie classique, genre l'euro, c'est un piège inflationniste qui nous stresse, comment l'écosystème propose d'échanger la valeur? Parce qu'il faut bien continuer à échanger. Leur pilier central, c'est le passage à la monnaie temps. Ils l'appellent la mona ou l'unité temps. C'est conçu comme un bouclier anti-inflation absolu. D'accord. La règle est simple et invariable. Une minute de vie humaine égale une unité temps, donc une UT. Du coup, une heure d'échange, ça vaut 60 UT. Et ça, c'est génial. Enfin, je veux dire, le temps, c'est la seule ressource au monde qui est totalement immunisée contre l'inflation. Aucune banque centrale ne peut imprimer une 25e heure dans la journée. C'est fini, c'est limité pour tout le monde. C'est l'actif le plus dur qui soit, oui. Et pour gérer ça sans créer de banque, ils utilisent une plateforme de crédit mutuel qui s'appelle Cyclos 4. Comment ça marche concrètement? En gros, quand on crée une unité locale, les comptes de tout le monde sont à zéro. Si je viens t'aider pendant une heure, mon compte affiche plus 60 UT et le tien moins 60 UT. D'accord, la somme globale reste toujours à zéro. Exactement. Pas de création monétaire artificielle, pas d'intérêt, pas de dette spéculative. Et le but, c'est ce qu'ils appellent la décroissance positive. Décroissance positive, c'est-à-dire? En s'entraidant avec cette monnaie locale, on évite de dépenser des vrais euros. Les auteurs estiment qu'on peut sauver environ 10% du budget annuel d'un foyer. Et ces euros sauvés, on les réinvestit dans du matériel de résilience. Des panneaux solaires, des filtres à eau. L'objectif, c'est l'autonomie en 5 ans. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Mais il faut qu'on parle du truc qui fâche. L'éléphant dans la pièce. Le manifeste dit clairement qu'une heure de neurochirurgie vaut exactement 68 T, soit exactement la même valeur qu'une heure passée à tondre la pelouse ou à garder les gamins. Attendez, c'est pas super dur à faire accepter? La formation du chirurgien a pris 12 ans. C'est l'objection numéro 1, évidemment. Mais leur réponse nécessite de complètement changer de logiciel. Dans le capitalisme, on rémunère la rareté d'une compétence. Dans la Terreco, la monnaie rémunère uniquement le temps de vie sacrifié. Et la vie est la même pour tout le monde. Voilà. Une heure qui passe, biologiquement, elle est aussi précieuse et perdue pour le chirurgien que pour l'aide-soignante. Le texte affirme que c'est le seul moyen de redonner de la dignité au métier du soin, de l'assistance, de la logistique, qui sont hyper dévalués aujourd'hui. C'est un renversement de valeur totale. Mais bon, la théorie c'est bien, mais en pratique ça. Comment on met ça en place dans un quartier sans que ça devienne une usine à gaz bureaucratique? C'est là qu'intervient la boîte à outils de l'archipel. Tout passe par le kit de résilience. Et le détail génial, c'est que ce kit est sous licence copyleft, du copyright libre, pour que personne ne puisse jamais le breveter et en faire un produit commercial. Ça reste un bien commun, pour toujours. Et ce qui m'a marqué dans les textes, c'est que c'est pas du tout une ambiance survivaliste, austère. Il passe beaucoup par le jeu, en fait. Il y a un jeu de plateau, la Terreco, et surtout le loto des connaissances. Ouais, jouer, ça désactive la peur. Ça calme l'amygdale dont on parlait. C'est super malin. Le loto, il a genre 90 thèmes répartis en 4 pôles. L'être, le foyer, la communauté, la société. Et ça sert à cartographier les compétences dans un village ou un quartier. C'est une cartographie instantanée de la résilience, en fait. Savoir qui sait réparer une toiture, qui sait filtrer l'eau de pluie, et qui a besoin d'apprendre ces trucs-là dans un rayon de 3 km. Et pour les petits pépins du quotidien, ils ont l'application Orange Service. Si j'ai un robinet qui fuit, normalement je dois appeler un plombier, payer 150 balles de déplacement. Là, je lance une alerte sur l'appli, qui est prévue pour les microservices de moins de 10 minutes. Et un voisin bricoleur débarque. Voilà, tu vas le Z. Un voisin arrive avec sa clé à molette, resserre le truc en 5 minutes et je lui donne 5 UT. C'est d'une efficacité redoutable.
Et toute cette mutualisation, elle prend forme physiquement dans ce qu'ils appellent l'espace Armageddon. Le nom fait un peu peur, mais c'est juste le tiers-lieu du village. Ah, l'exemple de la perceuse dans le guide m'a fait halluciner. C'est le meilleur exemple. Le texte dit pourquoi avoir 50 perceuses électriques dans la même rue alors qu'en moyenne, une perceuse ne sert que 12 minutes par an. D'où les 15 000 objets par maison. Bah oui. Au lieu d'avoir 50 perceuses bas de gamme qui prennent la poussière, la communauté achète 2 perceuses de qualité pro. Elles sont stockées à l'espace Armageddon et tout le monde les emprunte en UAT. C'est l'économie de l'usage, gérée par les citoyens eux-mêmes, pas par une multinationale avec un système d'abonnement. C'est ce que le document appelle l'intelligence créative. Et il pousse la réflexion matérielle hyper loin avec les 3 couches de résilience. Ah oui, calme, dégradé et mobile, c'est ça? Exactement. C'est une stratégie adaptative. La couche calme, c'est la normale. L'électricité marche, Internet aussi. Si le système global lâche, on passe en couche dégradée. On reste chez soi, mais on utilise les toilettes sèches et les filtres à gravité prévus par la communauté. Et si on doit évacuer, c'est la couche mobile? Ouais, avec le sac d'urgence individuel. Les sources insistent sur les fameux 6C. Un contenant, de quoi couper, du cordage, se couvrir, communiquer hors réseau et du combustible. Chaque objet acheté doit pouvoir servir dans ces 3 scénarios. C'est ultra pensé. Mais alors, qu'est-ce que tout ça veut dire au fond, quand on regarde la monnaie, le jeu, les sacs de survie? C'est quoi le but philosophique derrière? Le but avoué, c'est la destruction conceptuelle du PIB, le fameux produit intérieur brut. Ils veulent le remplacer par le BIB, le bonheur intérieur brut. Et que c'est le PIB qui est aberrant. Le PIB, il est aveugle, il mesure juste la vitesse à laquelle l'argent circule. L'exemple classique, un pétrolier s'échoue, ça fait une énorme marée noire. Les boîtes de nettoyage facturent, les médecins facturent, le PIB explose. Alors que l'environnement est mort. Voilà. Et à l'inverse, si tu gardes les enfants du voisin gratuitement, le PIB s'en fout. Donc le BIB de la Terre Éco, c'est des indicateurs très tangibles. Combien d'heures de temps libre on a récupéré, quel est notre degré d'autonomie alimentaire, le volume d'échanges non marchands. C'est le passage à ce qu'ils nomment la politéto. Organiser la qualité au lieu de gérer la rareté. Ça me fait penser. Dans le dossier, il cite l'économiste John Maynard Keynes en 1930. Ah oui, la fameuse prédiction des 15 heures. C'est ça. Keynes disait qu'avec le progrès technique, aujourd'hui, on travaillerait que 15 heures par semaine. Et on voit bien qu'on en est loin. Et le manifeste explique très bien pourquoi on s'est fait avoir. Il s'appuie sur David Graeber et ses bullshit jobs. Notre système crée des boulots vides de sens, du marketing, de la bureaucratie, juste pour qu'on reste occupé, qu'on gagne de l'argent et qu'on consomme. Ça, plus l'obsolescence programmée. On s'épuise à racheter des trucs faits pour casser. Exactement. Sauf que, et c'est là que ça devient crucial avec l'arrivée des IA génératives et des robots humanoïdes en 2026. Le texte dit que si la machine fait le travail pénible, le labeur humain n'a plus de justification. C'est le moment de la décroissance sélective, comme dit l'économiste Timothée Parikh, qui est souvent cité dans les sources. Tout à fait. Décroître, c'est pas vivre dans la misère. C'est réduire les flux de plastique et de gadgets inutiles pour faire croître l'éducation, le soin, le temps libre. Et c'est pour ça qu'il prône la souveraineté des mains. C'est dingue comme on a intégré une espèce d'incompétence acquise. Il nous faut un expert pour réparer le moindre truc. La Terre Éco veut qu'on réapprenne à réparer un vélo cargo ou à filtrer de l'eau. Si on relie ça au tableau d'ensemble, l'analyse technologique des auteurs est brillante. Ils opposent la puissance de cristal, genre la tech actuelle hyper performante mais ultra fragile car dépendante du monde entier, à la puissance de granit, locale, humaine, rustique et donc indéfectible. Mais stratégiquement, comment ce petit archipel de granit peut survivre à côté du rouleau compresseur capitaliste sans se faire écraser? L'astuce, c'est qu'ils ne cherchent pas la révolution frontale. Les sources parlent d'une stratégie d'osmose et de complémentarité. Ils savent que l'économie de la dette est instable et va subir des chocs. Donc l'archipel, c'est une roue de secours en fait. Elle est déjà gonflée dans le coffre, prête pour le jour où le pneu principal va crever. Super métaphore. En temps normal, l'archipel se construit discrètement. Et quand la crise arrive, que les chaînes d'approvisionnement lâchent, la communauté est déjà prête. Et par pur pragmatisme, même les autorités locales finiront par s'appuyer sur ces îlots d'autonomie parce que c'est la seule chose qui tiendra debout. C'est limpide.
S'ils doivent synthétiser tout ça, l'Atereco, c'est pas du tout une utopie peace and love. C'est une vraie tentative, hyper pragmatique, de hacker un système mondial qui est basé sur le stress et la dette. Et l'outil de piratage, c'est le temps humain, la coopération locale et l'intelligence créative. On passe de consommateurs stressés à artisans souverains. Et cela soulève une question importante, qu'on peut déduire de tout ça. Le manifeste dit que le temps est la monnaie ultime, car il est rare. Mais projetons-nous un peu. Si bientôt, les IA et les robots font la majorité de nos tâches matérielles en, disons, 0 temps. Ouais. Si le temps de travail physique n'est plus rare, est-ce que la véritable monnaie du futur, celle qu'aucune machine ne pourra jamais reproduire, ne sera pas tout simplement l'attention pure et la chaleur humaine véritable? Waouh. L'attention et l'empathie comme seule monnaie inaltérable. C'est une réflexion qui remet vraiment en perspective ce qu'on a de la valeur à offrir. En attendant ce futur-là, ça nous ramène à notre partie de Monopoly du début. On peut continuer à lancer les dés en sachant que c'est truqué, ou on peut se lever, aller voir nos voisins et inventer un nouveau jeu. Il faut toujours garder l'esprit critique, continuer d'être curieux et surtout cultiver tout ce qui ne s'achète pas. Merci à tous et à très vite pour une nouvelle plongée en profondeur.